merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce mardi 9 avril. Vous en saurez plus sur les assises du numérique éducatif qui se sont déroulées en fin de semaine dernière en Principauté. Retour sur la nouvelle campagne de recrutement lancée par Monacotech. Les dernières nouveautés de la médecine anti-âge présentées au Grimaldi Forum lors du congrès mondial de la médecine anti-âge et de l'esthétique. Musique avec le dernier concert donné dans le cadre du festival Printemps des Arts. Et enfin, notre focus info du jour est consacré aujourd'hui au tri, direction Cannes-la-Boca sur le site de la Paprec. Vous le savez, la Principauté souhaite opérer une grande transition numérique sur tout son territoire et ce dans différents domaines. Nous avons déjà abordé sur notre antenne le thème de la e-santé. Aujourd'hui, focus sur la e-éducation avec les assises du numérique éducatif. Plus de détails avec Alexandra Pani. Comment se dessine l'enseignement de demain? Depuis 2 ans, la Principauté a entamé sa transition numérique, une évolution qui passe également par des changements dans le domaine de l'éducation. 200 professeurs étaient ainsi réunis pour participer à des assises du numérique éducatif. Une journée pour réfléchir à la question de l'e-éducation et découvrir les nouvelles pratiques pédagogiques. Le numérique, aujourd'hui, ce sont bien sûr des outils qui sont complètement banalisés, que nous utilisons tous. Aussi bien les élèves et sans doute un peu les adultes sont souvent un peu les pouces ou les yeux rivés sur leur portable. Ça n'est plus un phénomène maintenant, c'est un fait. Et donc il faut en tirer toutes les conséquences, y compris dans la classe et jusqu'à l'acte pédagogique. Et la question finalement qui va être travaillée, le thème, le fil rouge qui va être travaillé, c'est en quoi ces outils numériques transforment-ils l'acte pédagogique et la relation d'enseigner dans la classe. Dans un monde où l'outil informatique et Internet occupent une place centrale, il est essentiel que l'école donne aux élèves les instruments de ces nouveaux savoirs, mais également les codes pour les utiliser sans danger. La e-éducation, pour nous, c'est 2 choses. C'est tout d'abord permettre de former les élèves monégasques à vivre et évoluer dans un monde numérique, avec toutes les compétences nécessaires dans les temps responsables, c'est-à-dire limiter le temps devant les écrans, travailler contre le cyberharcèlement. Et le deuxième axe, c'est de faire entrer le monde pédagogique dans le numérique. Ces nouveaux outils permettent aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives d'enseignement. Pour le gouvernement monégasque, il est également important de former dès le plus jeune âge aux nouveaux emplois de demain. Concrètement, notre objectif pour la rentrée 2019, c'est d'être le premier pays au monde où maternelle, primaire et collège sont formés à la programmation. On parle à peu près d'1 heure par semaine. La rentrée 2020, notre ambition est d'avoir mis beaucoup de contenu et de processus et la relation parents-enfants-professeurs de manière encore plus forte du collège sur le numérique. Et notre ambition pour la rentrée 2021 est d'avoir fait la même démarche avec également l'équipement des élèves et cette vraie classe numérique pour le lycée et le primaire. Le lycée étant décalé dû à la réforme du baccalauréat qui arrivera rapidement. Donc c'est ça notre ambition à 3 ans. Programmation informatique, smart enseignement, robotique pédagogique, des pistes abordées lors des différents ateliers. Les conclusions de ces assises ont été remises au gouvernement qui étudiera ensuite les projets les plus pertinents, des projets qui pourraient voir le jour dès la rentrée prochaine. Cela fait maintenant 1 an et demi que l'incubateur de start-up Monacotech a ouvert ses portes. Une nouvelle campagne de recrutement a été lancée et les dossiers les plus pertinents viennent d'être auditionnés. Le reportage de Patricia Navarro. Objectif, trouver là où les perles rares. Pour la 4e fois, le jury de sélection de Monacotech vient de se réunir. L'incubateur accélérateur de start-up est en effet à la recherche de nouveaux projets pour intégrer le grand open space situé dans le quartier de Fontvieille. Sur les premières start-up à avoir rejoint Monacotech, certaines sont encore là, d'autres volent désormais de leurs propres ailes, mais les candidats sont toujours nombreux à espérer pouvoir bénéficier de l'accompagnement qu'offre la structure monégasque. Aujourd'hui, donc, c'est la dernière étape d'un processus de sélection assez long, qui se passe par l'étude de dossiers, des interviews par Skype, etc. Le processus, il s'est affiné, puisque maintenant on a plus d'expérience, on a écouté les différents feedbacks qu'on avait des candidats même, des membres des comités, etc. Pour l'améliorer. Donc là, on arrive à peu près à sa forme finale, on est assez content, on sait exactement ce qu'on cherche. Et on arrive de plus en plus aussi à attirer des experts internationaux qui sont de plus en plus intéressés par le modèle très unique que l'on développe à Monacotech.
Pour cette nouvelle session, un jury international a été constitué autour des membres historiques. Ma question préférée est pourquoi ? Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi avez-vous décidé de faire cela ? Et on peut voir que toutes les startups que l'on a interrogées sont motivées par l'idée de résoudre un problème et aider, pas seulement elles-mêmes, mais plutôt les gens autour, afin de créer quelque chose d'utile. C'est donc une question que je pose toujours. Pourquoi ? Mais aussi, de quoi avez-vous besoin ou qu'ignorez-vous ? Quels sont les défis ? Parce que cela peut apprendre beaucoup sur les personnes et l'équipe. Est-ce que l'on peut leur apprendre des choses ou non ? Et parmi les membres du jury, il y a même le directeur de l'une des startups de Monacotech. C'est sûr que notre vision elle est différente. Ce qu'on va chercher, ce que moi où je suis attentif, c'est sur la complémentarité et ce que les nouveaux projets peuvent apporter à Monacotech. Puisque comme on y est, on a envie d'agrandir la famille. Et ça c'est très important. Et puis pour moi, c'était important de vivre cette expérience, d'être un peu de l'autre côté de la barrière, comme il disait, du côté obscur de la force, pour voir comment ça se passe, discuter avec les autres personnes du jury et voir la plus-value qu'on va apporter et qu'ils vont nous apporter. Sur les 60 dossiers de candidature reçus, une dizaine a été auditionnée devant le jury. Certains candidats venaient de très loin, d'Afrique du Sud par exemple. D'autres n'avaient eu que quelques centaines de mètres à parcourir, à l'image de Philippe Maringot qui développe un concept de bateau solaire dont l'un d'eux mouille dans le port Hercule. Très agréable, très intéressant. C'est un challenge toujours très intéressant que d'exprimer ce qu'on fait et puis d'avoir toutes les questions qui arrivent, qui nous font aussi souvent réfléchir ou nous font effectivement pouvoir répondre et apporter des réponses auxquelles peut-être immédiatement on n'avait pas pensé. En tout cas, c'était très intéressant, on a beaucoup apprécié. Le résultat de cette nouvelle campagne de recrutement n'est pas encore connu. Les délibérations sont en cours. C'est le 27 mai prochain que les startups retenues intégreront Monacotech. Avoir l'air de faire 20 ans alors que l'on en a 100, l'image peut faire rêver. Pourtant, vivre jeune le plus longtemps possible est une idéologie de plus en plus répandue. Elle porte un nom. La médecine anti-âge. Pendant 3 jours, Monaco a accueilli le congrès de médecine anti-âge et de l'esthétique où les plus grands experts se sont retrouvés pour faire le point sur le secteur. Dominique Poulain vous en dit plus. Rester jeune, séduisant et attirant est une préoccupation pour des millions de personnes. Dans une société où l'apparence est reine, vieillir n'est plus une fatalité. Sur le marché du rester jeune, une nouvelle médecine a fait son apparition. Il s'agit de la médecine anti-âge. Pendant 3 jours, la crème de cette médecine se réunit à Monaco pour le congrès mondial de la médecine anti-âge. L'objectif n'est pas de vivre plus longtemps, ni même de mieux vieillir, mais de stopper, voire d'inverser le vieillissement. C'est une médecine qui est très complexe et il faut manger correctement, c'est-à-dire il faut réduire la viande rouge, c'est fruits et légumes, les gens connaissent, huile d'olive, etc. Il ne faut pas manger trop cuit, etc. etc. Il faut dormir, comme je l'ai dit là, il faut dormir minimum entre 5 et 8 heures par jour. Si vous dormez 4 heures ou 10 heures, c'est pas bon. Il faut faire de l'exercice physique tous les jours, pas une fois par semaine dans une salle de sport. Toujours, il faut marcher, n'importe quoi, tout est bon, jardiner, tout ce que vous voulez. Et essayer d'avoir une vie sociale. La vie sociale est très importante. C'est-à-dire que les gens qui appliquent par exemple bonne nourriture, dormir et tout, mais qui sont seuls, ils meurent plus tôt. Les experts de renommée internationale échangent sur les dernières informations et techniques de la médecine anti-âge qui est en passe de détrôner la chirurgie esthétique. Les multinationales de la pharmacologie et de la cosmétique, les petits industriels du bien-être et les artisans de l'esthétique se disputent leurs parts respectives. Ça, c'est donc notre cristal, un appareil de cryolipolyse médicale. Donc c'est un appareil qui va aspirer un pli graisseux, qui va le faire refroidir fortement pour détruire les adipocytes, donc tuer les poches de lipidiques. Et donc en fait, on va perdre du poids, on va perdre des formes. Donc tout ce qui est petit bourrelet sur le ventre, sur les poignets d'amour par exemple, on va travailler là-dessus pour affiner la silhouette. Hormones, compléments alimentaires ou encore manipulation génétique, tout doit être utilisé pour vivre jeune le plus longtemps possible avant de mourir. Le concept de l'anti-âge est apparu aux États-Unis dans les années 90. Aujourd'hui, il est devenu un authentique projet scientifique.
Musique à présent avec le festival Printemps des Arts qui se poursuit en Principauté. Retour aujourd'hui sur le concert qui a eu lieu à l'église Saint-Charles, donné par l'ensemble Les Cris de Paris. Le reportage de José Sacré. Vendredi 5 avril à l'église Saint-Charles, après 2 courtes pièces du compositeur en résidence au Printemps des Arts Alexandro Marquias, interprétées par le chœur du Conservatoire de musique de Grasse et par le clarinettiste Adrien Candito Favier, élève de l'école municipale de musique de Beau-Soleil, l'ensemble instrumental et choral Les Cris de Paris, dirigé par Geoffroy Jourdain, a présenté un programme composé d'œuvres du compositeur allemand du XVIIe siècle, Heinrich Schütz. L'importance de l'œuvre d'Heinrich Schütz dans l'histoire de la musique tient à l'habileté avec laquelle il a adapté le nouveau style italien à la musique allemande après ses voyages en Italie et ses rencontres avec Gabrieli et Monteverdi. On est vraiment au tout début du XVIIe siècle lorsqu'il part à Venise, je crois en 1609, il en revient en 1613, avec effectivement l'ambition d'y importer ce qu'il a entendu à Venise, à la fois la modernité du style très opératique, qui s'approche du style lyrique, et aussi les polychoralités qu'on entendait à Saint-Marc de Venise, c'est-à-dire que comme c'est une église avec beaucoup d'espace de galeries, eh bien ça faisait déjà une quarantaine d'années qu'on y pratiquait très souvent des pièces polychorales, c'est-à-dire avec les effectifs éclatés dans les diverses coupoles de l'église. Ce concert Heinrich Schütz par Les Cris de Paris fut un grand moment musical et sans doute une belle découverte pour le public très nombreux présent ce soir-là dans l'église Saint-Charles. On entend souvent que malgré le tri, nos déchets terminent toujours dans un incinérateur. Eh bien, ce Focus Info du jour veut vous montrer que la réalité est tout autre. Une équipe de Monaco Info s'est rendue à Cannes-la-Boca sur le site de la Paprec, l'un des sites les plus performants en France. Vous allez pouvoir découvrir comment nos déchets recyclables sont triés pour devenir de nouvelles matières premières. C'est notre grand format du jour. Il est signé Alexandra Pani et Sylvain Péroumal. Pour beaucoup d'entre vous, trier ces déchets est devenu un geste quotidien. Depuis le mois de mars, ce geste éco-citoyen a encore été simplifié en Principauté. La poubelle bleue dédiée au papier a été supprimée. Ce dernier est dorénavant accepté dans le bac jaune avec les emballages ménagers, plastiques et cartons. Mais une fois récupérés par les camions de la SMA, où se rendent ces déchets recyclables ? Direction donc Cannes-la-Boca sur le site Paprec Trivalo Côte d'Azur. Cet impressionnant centre de tri appartient au syndicat mixte d'élimination des déchets. 57 communes y sont affiliées et depuis 2008, les déchets triés de la Principauté y sont amenés. Les matériaux arrivent en mélange, on les passe sur le process et sur la chaîne de tri et en sortie, on a 13 catégories différentes de matériaux, des papiers, des cartons, des plastiques et des métaux par exemple, qui vont ensuite pouvoir être valorisés dans les filières dédiées. On a tout un process qui permet de faire une séparation de ces déchets suivant leur taille, suivant leur forme, suivant leur poids, suivant leur composition. Et après, on a un surtri manuel fait par des agents de tri, des valoristes qui viennent s'assurer que le tri mécanique est bien fait. Dans cet immense hangar, l'on travaille 7 jours sur 7 de 6h à 21h. Une cadence frénétique pour trier 13 tonnes par heure. L'an passé, 38 000 tonnes de déchets sont arrivées ici. 40 000 sont prévus pour cette année. La part monégasque représente jusqu'à présent 350 tonnes, un nombre qui devrait augmenter dans les années à venir grâce à la simplification du tri en Principauté.
On a simplifié en enlevant donc un container de façon à pouvoir mettre maintenant les journaux, les magazines dans le jaune. Et une deuxième notion qui est importante, c'est la notion d'emballage. Donc il faut retenir que ce qui va dans le bac jaune, c'est uniquement de l'emballage ménager, quelle que soit sa matière. Donc on accepte tous les emballages en métal, tous les emballages en plastique et tous les emballages en carton. Atout majeur de ce centre de tri, il est capable de séparer 13 catégories de matériaux différents. Le fonctionnement est simple, l'ensemble du contenu des poubelles jaunes de la région est déchargé à l'entrée de ce hangar dans une grande fosse. Les déchets sont ensuite récupérés par une pelleteuse et déposés sur des tapis. Plusieurs étapes permettent ainsi de séparer et identifier les déchets selon leur taille et leurs matériaux. Direction ensuite la salle de contrôle qualité. Dans cet espace, ils sont 17 personnes par équipe à affiner à la main les déchets en fin de course, un savoir-faire humain que la Paprec a choisi de conserver. Les agents de tri vont vraiment finaliser le travail des machines. Plus de 90% du travail va être fait par les machines et ils vont intervenir vraiment en bout de chaîne et on va épurer vraiment la matière. Quand vous avez des objets imbriqués, quand vous allez plus ou moins vite, les machines vont être mis à rude épreuve et on pourra retrouver des petites erreurs de tri. Oui. Des boucles permettent de renvoyer les erreurs dans le cycle de tri, mais aussi d'éliminer les déchets qui ne sont pas des déchets recyclables. Batteries, gravats, objets volumineux métalliques. Chaque jour, les agents font face à ces erreurs que l'on appelle les refus de tri, qui peuvent mettre en péril tout un lot de déchets recyclables et peuvent également être dangereux pour les femmes et hommes qui se trouvent sur ce circuit de tri. La moyenne de refus par commune est de 20% sur une tonne et Monaco fait figure de bon élève avec un taux de 15% seulement. À Monaco, on a le plus bas taux de refus. Donc, les Monégasques sont les meilleurs trieurs du département, en fait, de tous les gisements qui arrivent au centre de tri. Monaco est le meilleur élève. Ultime étape, une fois que les déchets sont divisés par type de matériaux, ils sont mis en balles et compressés pour être envoyés dans différents centres de valorisation où ils auront une nouvelle vie. À savoir qu'une bouteille d'eau en plastique est recyclable à l'infini, le papier, quant à lui, peut être recyclé jusqu'à 7 fois. Plus de doute donc sur la seconde vie de nos déchets recyclables. Pensez à la poubelle jaune pour vos emballages ménagers et papier et vous verrez que votre poubelle classique perdra en volume. Retour en principauté, découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Mercredi, un temps très nuageux le matin et orageux en fin d'après-midi avec des averses. Le vent soufflera à 15 km/h. La température de l'eau sera de 10 degrés. Il fera 9 degrés au lever du jour et 13 au meilleur moment de la journée. Jeudi, temps couvert toute la journée avec des averses possibles en début d'après-midi. Les températures 8 degrés le matin, 10 l'après-midi. Vendredi, alternance d'éclaircies et de passages nuageux le matin. L'après-midi, il y aura de nombreux nuages avec des risques d'averses. Il fera 11 degrés le matin et 13 l'après-midi. Samedi, ciel très nuageux avec des averses. Les températures 9 le matin et 12 l'après-midi. Dimanche, temps nuageux également avec quelques éclaircies dans l'après-midi. Des averses ne sont pas à exclure. Les températures 8 petits degrés le matin, 11 l'après-midi. Lundi, quelques éclaircies parviendront à percer les nuages et des averses sont possibles. Les températures s'échelonneront entre 8 et 13 degrés. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet et les réseaux sociaux. À très bientôt sur Monaco Info.